Donc je vais me présenter rapidement, mais Sébastien a bien entamé ce sujet. Je vais vous parler du mot tag. Qu'est-ce que ça veut dire un tag? Donc il y a un petit vocabulaire, on va essayer de se mettre d'accord, parce qu'on s'aperçoit que dans la littérature, chez les professionnels, chez les c'est pas facile à dire ça, chez les professionnels, dans le milieu du marketing et compagnie, les mots volent, mais ne veulent pas dire la même chose. Donc il faut être très conscient de ce qu'on dit, des concepts sous-jacents aux différents termes. On verra si effectivement il y a un impact sur la visibilité SEO, du fait que vous avez des tags sur votre site, dans vos pages. Alors on parlera des pages web, mais évidemment on ne parlera pas des applications mobiles. On verra quels sont les problèmes et comment les identifier, et éventuellement s'il y a des solutions. Alors, évidemment il y a des solutions, mais les solutions ne sont pas forcément triviales. Elles sont évidemment pas gratuites, et elles sont éventuellement à coordonner avec d'autres solutions qui sont elles-mêmes peut-être prioritaires. On passera évidemment après aux questions-réponses et il y aura la question bug. Donc voilà, je suis Nicolas Guillard, je suis consultant web analyste depuis bientôt 15 ans, ça va faire un bout de temps. Et effectivement, j'ai eu l'honneur et le privilège de cofonder le SEO Camp et de faire les premières présentations web analytiques quand il y a eu le premier SEO Camp, avant le SEO Campus. Je me suis beaucoup intéressé à la technologie du digital analytique et des tags parce que c'est-à-dire que je suis ingénieur en informatique, l'un des rares ingénieurs en informatique dans le monde du web analytique d'ailleurs, puisque la plupart de mes confrères ont fait des études de langue, de marketing, mais je suis un des rares à être passé par un autre chemin. Et ce qui fait que je peux m'intéresser à certains sujets extrêmement techniques liés à la mise en place des tags et à l'exploitation des outils analytiques, sachant que les tags ne concernent pas que les outils analytiques. D'accord ? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'automatisation du déploiement analytique. Donc, ça veut dire une compréhension de ce que c'est qu'un plan de marquage, quel type de format peut prendre un plan de marquage pour pouvoir faire des automatisations, parce que on s'aperçoit que dans le web analytique, il y a encore beaucoup de travail manuel, c'est encore pas mal d'artisanat. Il n'y a pas de méthode vraiment académique pour dire comment il faut bien faire les choses. Il y a un peu de littérature, mais le sujet n'est pas forcément complètement traité de manière exhaustive. Et surtout, on ne vous dit pas cette méthode-là a été éprouvée, faites-la, allez-y, tout le monde l'utilise. Non, non, ça n'existe pas encore. D'accord. Et donc, j'ai cofondé il y a quelques temps une petite startup qui s'appelle PerfMeUp, qui travaille justement sur la création d'outils pour traiter ce type de problème. Bon, n'allez pas sur mon site aujourd'hui, comme par hasard, le serveur est cassé, il a fallu que je le change chez l'hébergeur. Donc, on remettra en place le site plus tard. Alors, qu'est-ce qu'un DAG? Donc, on va parler des tags dans les pages web, parce qu'évidemment, on peut mettre l'équivalent des tags dans des applications mobiles, mais c'est-à-dire que le contenu des applications mobiles, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vraiment indexé dans les moteurs de recherche. Donc, un tag, qu'est-ce que c'est? La définition, on va dire, c'est un bout de code HTML. Alors, beaucoup de gens vont dire le mot pixel, puisqu'effectivement, les tags, ce sont des petits bouts de code HTML, ce peuvent être des petits bouts de code HTML qui vont être exécutés au moment de la construction de la page ou au fur et à mesure de l'élaboration de la page dans le navigateur. Mais généralement, un tag, c'est un bout de code JavaScript qui peut être simple ou compliqué. Là, par exemple, vous avez entre 2 et 3 tags selon comment on interprète les choses. Ici, on va reconnaître le tag de Google Analytics, version GA3 voire GA4, avec la format GTag. Et puis là, vous avez un autre tag qui demande à ce qu'il y ait effectivement une mesure de réaliser grâce à Google Analytics. D'accord. Donc, grand classique. On appelle ça des tags. En fait, le tag, c'est le fait d'avoir des instructions en JavaScript qui vont s'exécuter à un moment donné et qui vont générer, au niveau de votre page web et au niveau de votre navigateur, des échanges avec le réseau, ce qu'on appelle des appels médias. Donc le tag, c'est des instructions JavaScript qui demandent généralement à un tracker, dans le cadre du tracking, de réaliser une action. Généralement, c'est une action de mesure. Et cette mesure, ça va être des envois de données du navigateur vers un serveur tiers. OK. Et donc là, typiquement, on sait que ces instructions-là, c'est donc un tag qu'on appelle aussi un snippet, vont appeler la définition du tracker Google Analytics, ça l'initialise et ça demande de mesurer une page vue. Ça, par exemple, c'est typiquement le rôle de ce bloc d'instructions. Et ce bloc d'instructions, en fait, il n'y en a qu'une.
c'est de dire, moi, je veux mesurer un événement, envoie des données dans les serveurs de Google Analytics. Donc, vous avez des tags. Ça, c'est des tags qui concernent un tracker. Et vous avez ce qu'on appelle les scriptières. La notion de scriptière, c'est de dire, au niveau de votre site web et de vos pages, il y a des fichiers qui sont appelés sur le serveur qui héberge votre site. Et puis, éventuellement, vous allez avoir plein d'autres fichiers qui vont être appelés sur le réseau. Par exemple, les fontes. Certaines librairies, par exemple jQuery, qui est très connu dans le monde du développement, ça permet de faire de la manipulation une fois que la page a été construite. Et puis peut-être que parmi vous, il y a des gens sur leur site qui utilisent des moteurs de recherche internes, qui utilisent des chatbots, qui récupèrent des contenus venant d'autres serveurs. Tout ça, c'est des scripts tiers qui sont appelés depuis les pages de votre site, mais que vous n'hébergez pas et éventuellement dont vous ne contrôlez pas l'exécution exacte une fois que ces fichiers sont appelés. D'accord ? Et ça, ça va jouer un rôle sur le temps de construction de vos pages. Donc, la présence d'un tag dans une page, on peut l'avoir de différentes manières. Ce qu'on appelle les méthodes directes et indirectes. La méthode directe, c'est de dire le code de ce tag est directement présent dans la page, dans le code brut de la page, le corps de page. Ou bien, il peut être dans un fichier. C'est-à-dire que ce bloc d'instructions n'est pas directement dans le code de la page, que vous pouvez voir quand, par exemple, dans un navigateur, vous faites regarder le code de la page. D'accord, ça vous affiche le code de la page. Et dedans, en fait, il n'y a pas les instructions du tag. Le tag, lui, était dans un autre fichier qui est géré sur votre serveur. Et puis, vous avez les méthodes indirectes. Alors, les méthodes indirectes, c'est typiquement, vous appelez un fichier dont le but, c'est vraiment d'exécuter votre tag. Donc, vous avez des fichiers sur certains sites où vous avez le tag, tous les tags qui sont présents, tous les tags qui sont censés s'exécuter sur le site dans les différentes pages, ils ont été, on va dire, rassemblés dans un seul fichier pour des convenances de développement. Et donc, ces tags sont présents dans les pages, dans des fichiers dédiés. Et puis surtout, je pense que la plupart des gens dans la salle connaissent ça, Google Tag Manager, qui est donc un tag management system, c'est un service dont le but du jeu, c'est d'injecter au sein de pages qui s'affichent dans un navigateur des tags. Généralement, c'est des tags de conversion, des tags de campagne marketing, plein de sortes de tags. Et puis évidemment, les tags de tracking, type Google Analytics, Adobe Analytics, etc. Et donc, vous utilisez un service tiers, donc vous avez aussi Tag Commander en France qui existe, vous avez Tilium, vous avez Launch par Adobe Analytics. Et donc ces tags, ils sont rassemblés au sein d'un seul fichier. L'intérêt de ce système, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de manipuler toute la partie JavaScript. Par exemple, dans Google Tag Manager, pour les tags les plus connus, vous avez juste des formulaires à remplir. Là où ça devient un petit peu plus compliqué dans le Tag Management System, c'est qu'il faut décider à quel moment le tag va s'exécuter. Alors, il y a des réponses triviales, c'est de dire moi je veux que le tag s'exécute quand la page est chargée. Et c'est un petit peu de la magie parce que techniquement, il y a quand même pas mal de petites choses qui se passent. Et donc ça, c'est la solution, une des solutions les plus utilisées maintenant. Sachant que ce type de solution apporte éventuellement un risque qu'on appelle le piggybacking. Pourquoi je parle de ça maintenant? C'est que vous avez certains partenaires dont le but du jeu, c'est de vous donner un tag qui appelle en fait l'équivalent d'un tag management system. Sauf que c'est leur tag management system à eux. L'idée, c'est que ces partenaires vont gérer pour vous un ensemble de tags afin de vous rendre les services de type gestion de campagne, mesures particulières pour du retargeting et que sais-je. L'inconvénient, c'est que vous ne maîtrisez pas ce qui se passe à l'intérieur en tant que responsable de votre page et de votre site. OK ? Et parfois, on a des petites surprises parce qu'on a ce qu'on appelle des avalanches d'exécution de tags qui font que on se retrouve avec des pages où il y a plein d'appels faits par le navigateur, alors que de votre page toute seule, il n'y en a que quelques-unes. On va voir des exemples. Donc typiquement, là vous avez par exemple une sorte de carte qui a été créée, elles sont connues ces cartes, c'est Chief Market, donc ils font ça depuis milieu des années 2000. La première carte qu'ils avaient faite, il y avait 150 technologies e-marketing référencées, là il y en a plus de 8000.
Donc, depuis le début de l'existence de ces cartes, il y a eu une augmentation de 513%, d'après l'article. Et donc, tout ça, ce sont des outils qui sont susceptibles d'être utilisés au niveau d'un site Internet pour aider à la compréhension du trafic, la compréhension des usages de votre site, l'assistance à la création du contenu, typiquement pour du retargeting, pour du complément de contenu, enfin bref, énormément de choses. Et quand vous utilisez ce genre de services qui ont vocation à ajouter des fonctionnalités ou à faire des mesures au niveau de vos pages, eh ben on vous demande de mettre des tags. Et on se retrouve avec plein de tags. Donc il y a des études qui ont été faites, d'ailleurs pas très récemment, depuis on va dire au moins une dizaine d'années, qui montrent que, en moyenne, c'est plutôt une fourchette, mais en moyenne, un site web, au niveau des pages, peut présenter entre 4 et 40 tags différents. Donc ça rejoint un petit peu les problématiques au niveau de la RGPD du nombre de cookies tiers qu'on pouvait trouver sur une page. Moi, je sais que j'avais mené ce genre d'études pour le groupe des sites de presse en France. On a été monté jusqu'à 140 cookies tiers présents sur une page web. Évidemment, les responsables des sites internet, ils n'en avaient même pas conscience. Donc, et c'était avant que la CNIL arrive et dise maintenant on va faire la RGPD, maintenant il faut gérer tout ça, attention, il faut tout maîtriser. Donc c'est un sujet compliqué. Alors pourquoi vous avez notamment besoin de ces tags? Vous avez besoin des données de votre trafic, des sources de données, d'où les gens viennent. Vous avez besoin de données d'usage, qu'est-ce qu'ils font sur votre site, est-ce qu'ils utilisent certaines fonctionnalités, à quel endroit ils cliquent. Vous avez besoin de suivi de conversion, ou plutôt surtout vos partenaires ont besoin de suivi de conversion parce qu'ils vous ont amené du trafic. Vous avez des fonctionnalités tiers sur votre site, comme par exemple les chatbots, le targeting de services tiers, les liens partenaires particuliers en temps réel, même des services qui peuvent aider pour du référencement naturel, des contenus personnalisés donc, et aussi des contenus tiers. Donc tout ça, derrière, vous pouvez apporter ça au sein d'une page, sachant que vous aurez peut-être à rajouter que quelques lignes de code pour que vous vous retrouviez avec des tas de choses au sein de vos pages. Quelques petites statistiques supplémentaires. Google, Facebook, Amazon, Twitter, Microsoft sont les premiers tags rencontrés en général et en volume sur les sites Internet. Donc ça, c'est pas très surprenant. Sachant que cette liste-là, elle a été obtenue par des chercheurs dans un laboratoire de recherche en réseau et marketing, où ils ont analysé plusieurs milliers de sites pour voir un petit peu quel tag était présent et comment l'utilisateur était traqué. Et cette liste, en fait, elle comporte évidemment plusieurs milliers de tags différents. Alors, là, on a vraiment un vrai effet longue traîne. Il y a des tas de tags qui existent. Et ces tags, ils vont servir à quoi? À générer notamment du data marketing. Mais pas que. Pourquoi le data marketing? C'est parce qu'à un moment donné, vous, en tant que responsable marketing, vous avez besoin de convertir, d'attirer du trafic sur votre site et de convertir. Donc ça veut dire derrière, faire des mesures, faire des analyses, éventuellement définir des cohortes, essayer de voir si vous pouvez faire du ciblage particulier sur ces cohortes, définir vos objectifs, voir si vous atteignez vos objectifs grâce à des KPIs, évidemment faire du reporting. Enfin, tous ces tags font que derrière, vous allez pouvoir réaliser toutes ces tâches au niveau de vos activités. Mais il va y avoir quelques inconvénients éventuellement. C'est quoi l'impact de la présence de ces tags sur un site et surtout pour votre visibilité SEO? Alors pourquoi pourrait y avoir un impact? La question, c'est que, alors, depuis un an, mais en fait depuis bien plus longtemps, l'un des gros sujets à la mode, c'est les Core Web Vitals. Vous êtes tous au courant. C'est les nouveaux indicateurs proposés par Google pour dire, moi, je ne référencerai que des sites qui répondent rapidement et pour lesquels les utilisateurs peuvent interagir rapidement. Google veut de la fluidité. D'accord. C'est une des explications. Et donc la question, c'est est-ce que la présence des tags facilite ou pas ce genre de choses? Et il y a une deuxième conséquence dont on ne se rend pas compte, c'est que les tags que vous mettez, souvent, ont besoin d'informations pour envoyer des mesures. Par exemple, vous avez sur un site type Amazon une liste de produits qui s'affiche.
Et la mesure, ça va être donne-moi la liste des produits qui s'affichent ou qui sont censés s'afficher si je vais plus loin dans l'affichage et la consultation de la page. Et je vais envoyer tout ça à mon outil d'analytique pour après faire des études de cross-selling et compagnie. Pour que ces données puissent être envoyées, il faut qu'elles soient disponibles par le tag et donc il faut qu'elles soient calculées au préalable. Selon la manière dont l'information peut être présente sur la page, cela peut avoir un impact sur le temps de génération du code de cette page et donc sur le temps de réponse serveur. Ce que je vais vous montrer là, et les gens généralement ils vont regarder ça, c'est de dire oh là, je vois qu'il y a plein de lignes qui correspondent à des tags au moment de la construction de ma page. Mais ils oublient que ces tags, éventuellement, ils ont besoin d'être alimentés par de la donnée qui vient du serveur de votre site. Et cette chaîne-là aussi peut avoir un impact in fine sur vos performances SEO. Maintenant, avant de crier au feu, il faut être certain qu'on est vraiment concerné par ce problème. Alors, point numéro 1, n'oubliez pas que vos pages sont vues par des bots, des programmes automatiques. Et ces programmes automatiques, sauf preuve du contraire, ils ne vont pas spontanément cliquer en disant « Oui, moi j'accepte les cookies ». Parce que normalement, nous sommes tous ici de fidèles exécutants des recommandations de la CNIL. On a tous mis en place une CMP, on a tous mis en place des systèmes de cookie consent qui font que, normalement, tous les tags de tracking, d'e-marketing et compagnie ne seront exécutés que si le consentement a été donné. D'accord ? Donc si c'est le cas, normalement, les bots, quand ils passent, pour eux, tous ces tags-là n'existent pas. Donc ça veut dire que ces tags ne rentrent pas dans le calcul du temps de chargement des pages. Donc, quelque part, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Votre site n'est pas censé avoir de conséquences pour les performances SEO. Malheureusement, il y a aussi des tags qui n'ont pas besoin de consentement. Typiquement, les tags pour ajouter certains contenus. Les tags pour mettre du chatbot. Bref, des tags qui, a priori, sont des fonctionnalités ou même en disant moi, le consentement, je ne le donne pas, ce qu'on appelle des consentless, quelque part, c'est le sujet aussi. Il y a des tags qui fonctionnent peut-être. Et puis, peut-être que votre CMP, elle est poreuse, elle n'est peut-être pas bien installée, d'accord ? Pour certaines pages. Ensuite, comme vous le savez tous, le calcul des positions de vos pages dans Google, il y a des centaines de variables, d'éléments qui sont pris en considération. Okay ? Le temps de chargement des pages, les fameuses Core Web Vitals, ce n'est que 2 ou 3 éléments. Peut-être que, avant de se pencher sur la problématique de est-ce que mes pages me posent un problème, est-ce que mes tags me posent un problème, vous n'avez pas d'autres sujets à traiter en priorité. Que ce soit la performance technique du site en lui-même, indépendamment de la présence des tags ou pas, et évidemment toutes les optimisations SEO qu'on peut être amené à regarder, c'est-à-dire les contenus, le linking, etc., etc. Mais à un moment donné, ce sujet-là va quand même arriver sur la table, et même si ce n'est pas pour du SEO, ça peut être aussi pour de la notion de conversion. Alors, 2 grandes catégories d'indicateurs à prendre en considération. Le premier, qui existe depuis un sacré bout de temps, c'est le délai de réponse du serveur. Alors, la présence des tags en eux-mêmes n'influe pas sur ça, sauf si à un moment donné, dans vos pages, vous avez le fameux data layer, qui est donc la couche de données qui permet d'alimenter derrière tous les tags, parce que notamment vous utilisez un tag management system, et bien ce data layer, il est calculé au même moment que la génération de la page. Si vous êtes dans ce genre de cas de figure, peut-être que pour certaines pages, cet indicateur-là est impacté par le fait que, indirectement, vous avez besoin de données pour vos tags. Et puis, vous avez les fameux Core Web Vitals. Alors, je sais que demain, il y a une présentation qui est dédiée, donc je ne vais pas vous présenter exhaustivement ce sujet-là. Les Core Web Vitals, ce sont des indicateurs qui ont été créés par Google, en partie en partenariat avec le W3C Consortium. Avant, il y avait ça, le délai de temps de réponse serveur, avec les fameux indicateurs aussi dans le navigateur, temps de chargement, temps de chargement du fichier, temps de création de la structure du squelette de la page, et puis est-ce que la page est complètement chargée avec
avec tous ces composants. Google s'est rendu compte que ces indicateurs-là étaient un petit peu simplistes. Ils ont invité le speed index à un moment donné, qui permettait de savoir à quel moment le contenu visible de la page était calculé et affiché correctement dans le navigateur. Et puis après, ils ont inventé ces autres indicateurs-là, qui est le largest contentful paint, c'est-à-dire est-ce que les éléments les plus importants de votre page d'un point de vue visuel sont affichés ou pas dans votre page. Le first input delay, alors on verra que ça c'est entre guillemets une sorte d'indicateur théorique parce qu'il est difficilement calculable réellement. Donc il y a un autre indicateur qui s'appelle le TBT qui permet de calculer le taux d'occupation du navigateur à calculer ce qu'il doit calculer pour la composition de la page, de sorte qu'il n'a pas de temps à vous consacrer en tant qu'utilisateur si vous cliquez sur des éléments de page. C'est-à-dire que pour construire une page, on va le voir dans la slide suivante, le navigateur est un programme, donc il a besoin de faire des calculs, de faire des choses, et pendant ce temps-là, il n'accorde aucun instant à l'utilisateur qui, avec sa souris ou avec son clavier, essaie d'interagir avec la page. Donc plus le temps consacré à l'utilisateur et à permettre à l'utilisateur d'interagir avec la page est faible, plus cet indicateur-là sera mauvais, ainsi que son équivalent. Et enfin, vous avez ce troisième indicateur, le Cumulative Layout Sheet. Donc ça, typiquement, c'est votre page, au départ, elle contient un certain nombre d'éléments, et puis grâce à des tags, vous décidez de rajouter des pubs, des contenus complémentaires. Et d'un seul coup, votre page commence à bouger, sa structure change. Vous avez tous certainement rencontré des pages, le contenu commence à s'afficher, vous allez cliquer sur un endroit et hop, il y a un décalage. Finalement, vous cliquez sur la pub qui vient de s'afficher. Ça, typiquement, c'est des phénomènes qui vont être pris en compte dans le calcul de cet indicateur, qui fait que si certaines pages ont tendance à un peu trop se restructurer au fur et à mesure qu'elle est construite dans le navigateur, cet indicateur-là, lui, va être mauvais. Et donc, ces deux éléments-là sont pris en compte de cette manière par rapport au calcul in fine de la visibilité du ranking dans les moteurs. Le délai de réponse serveur, c'est directement une problématique de visibilité. Pourquoi ? Plus un serveur est lent, moins les bots des moteurs peuvent prendre des pages sur votre site pour des délais donnés. Donc ça veut dire que vous avez moins de pages qui vont être éventuellement dans les index des moteurs de recherche. Et donc évidemment, ils viennent moins souvent. Donc si vous rafraîchissez vos pages, il s'en rendra moins compte, etc. Donc c'est un problème qu'on connaît depuis assez longtemps. Personnellement, quand je faisais du SEO, le délai de réponse serveur, on traitait ça déjà en 2008. Donc c'est pas un sujet vraiment nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure, il y a des nouveaux indicateurs qui sont apparus pour le calcul. C'est les Search Signal for Page Experience. L'idée derrière, pour Google, c'est de dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'indexer des pages que l'utilisateur n'aura pas forcément envie de consulter ou d'interagir avec. Moi, je vais envoyer des gens vers des pages qui vont être agréables à regarder, qui vont être rapides à regarder. Les internautes vont être satisfaits d'arriver sur ces pages-là et pourront interagir avec. D'accord. Après, vous avez d'autres indicateurs, typiquement le fait de passer en HTTPS, le fait d'être mobile friendly, no intrusive interstitial, etc., etc. Je n'entre pas dans le détail, mais tout ça, vous voyez que finalement, les Core Web Vitals, c'est un composant d'un composant de l'ensemble du calcul. Donc, il ne faut pas forcément s'affoler, d'accord, par rapport à la problématique. Mais il faut en avoir conscience, notamment parce que, à un moment donné, si vous travaillez avec une agence de développement, ça a été mon cas, et on se rend compte que par rapport aux concurrents, on a 1 ou 2 secondes de plus pour la construction des pages, sachant que parfois l'indicateur regardé n'est pas le bon. La première chose que les équipes de développement vont regarder, c'est quoi ? Oh, mais vous avez des tags là. Vous savez que les tags, ça prend du temps de chargement. Et ils vont taper là-dessus plutôt que de se dire eh oui, mais ça serait quand même bien d'optimiser le code HTML, ça serait bien de mieux compresser les images, ça serait bien de mieux compresser les feuilles de style, ça serait bien d'améliorer les requêtes d'interrogation des bases de données. Souvent, le problème, il est là. C'est quand il faut construire des pages qui contiennent des informations qui sont dans les bases de données, les points faibles, ils sont là. C'est parce qu'on interroge mal les bases de données. Les bases de données ne sont pas bien construites, organisées. Elles sont pas bien indexées, elles ne sont pas bien optimisées. Donc avant de regarder les tags, des fois, il y a d'autres problèmes en amont qui peuvent être réglés. Donc typiquement, voilà une page, la page SEO Camp. Alors je ne sais pas pour certains si vous avez eu la curiosité de regarder
les outils de développement d'un navigateur, mais ça vous montre exactement ce qui se passe au sein du navigateur d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'il reçoit le premier fichier qui est vraiment le code de base de la page. Et ce code de base de la page, lui, va faire des appels à certains éléments, c'est-à-dire des feuilles de style, des images, des fichiers JavaScript. Et ces fichiers JavaScript, eux, vont peut-être appeler d'autres images, d'autres feuilles de style, d'autres fichiers JavaScript, etc., etc. Et on se retrouve avec tout un ensemble d'appels. L'outil qu'on est en train de regarder dans les navigateurs, c'est ce qu'on appelle l'onglet Network. Ça vous donne à la fois l'ensemble des appels. Est-ce que ces appels aboutissent ou pas? Comme ce sont des fichiers, ils ont une certaine taille. Donc ça veut dire que ça prend éventuellement un certain temps pour les transférer sur le réseau. Ces fichiers, ils ne sont pas forcément toujours sur votre serveur. Ou alors s'ils sont sur votre serveur, ils ne sont pas forcément en cache. Ça veut dire précalculé. De sorte que ça peut prendre du temps pour le serveur, 1, de dire « Ah oui, effectivement, j'ai ce fichier-là ». 2, ah oui, effectivement, il faut que je le calcule. 3, ah bah maintenant, je te l'envoie. Et si ce sont des fichiers JavaScript, c'est des sortes de petits programmes. Donc, ça veut dire que les navigateurs, il va falloir qu'ils calculent, qu'ils exécutent tout ça. Et ça aussi, ça prend du temps. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, les petites barres horizontales que l'on voit dans la colonne de droite, là, bah, ça montre le temps effectivement passé par le navigateur pour traiter ce fichier demandé pour la page. OK ? De sorte qu'à la fin, on se retrouve avec un certain nombre de requêtes réelles par rapport à la page demandée. Donc pour une page demandée, ici par exemple, vous avez eu 172 requêtes du navigateur, réparties de haut en bas. Alors parfois c'est en parallèle, mais pas toujours. On s'apercevra qu'il y a parfois des points de blocage. Donc là, on n'a pas là ici l'exemple, et je vous montrerai un exemple, où parfois le navigateur, il est obligé d'attendre que certaines tâches se terminent pour continuer. Donc si par exemple vous avez des vidéos sur certaines pages qui sont appelées un petit peu trop tôt par rapport à la construction de votre page, ben ça peut pénaliser plein de choses. Et notamment, ça va pénaliser les indicateurs qui sont indiqués ici, avec load. Alors le DOM content loaded, grosso modo, c'est dire, OK, le premier fichier, je l'ai reçu, je l'ai bien récupéré et j'ai pu créer le squelette fondamental de ma page. Le load, c'est OK, j'ai exécuté tout ce que j'avais à exécuter par rapport aux demandes de ce fichier-là. Et après, vous avez le finish pour dire, OK, a priori, j'ai plus de requêtes. J'ai fait toutes mes requêtes. Là, vous voyez, c'est 38 secondes. Et pourtant, ce qui est affiché ici, ça va peut-être demander 1 ou 2 secondes. Mais Googlebot, lui, s'il prend en compte que cet élément-là, vous l'avez dans l'os. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment savoir la signification de ces indicateurs et savoir si effectivement ce sont des indicateurs avec des valeurs acceptables ou non. Et là, Google, par exemple, pour ces indicateurs-là, il a fixé des valeurs pour dire si c'est acceptable ou non. Alors, ce n'est pas la peine de les retenir par cœur, vous inquiétez pas. Je vais vous présenter des outils qui regardent des pages, qui vous calculent ces indicateurs et très vite, ils vont vous mettre du rouge, de l'orange ou du vert pour dire c'est bon, c'est pas bon. Donc, si les tags fonctionnent un peu comme ils veulent, ils sont installés n'importe comment par rapport à la construction de la page, donc effectivement, il y a un risque d'influencer négativement les indicateurs Core Web Vitals. Après, ça va dépendre des tags. Ça dépend si vous avez une CMP bien installée ou pas, etc., etc. Mais la réponse n'est pas strictement non. D'accord ? Ça dépend du cas de figure. Là, par exemple, j'ai eu à traiter un cas réel pour un gros site internet. Alors, ce que vous voyez là, donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'ensemble des requêtes pour construire une page. Sauf que j'ai créé un outil pour retraiter ces données-là, pour d'une part dire, OK, quand il y a un fichier qui est appelé, parfois il en appelle d'autres, typiquement un TMS. Et surtout, là, on a une sorte de linéarisation. Là, l'idée, c'est vraiment de montrer qui appelle quoi, combien de temps ça prend par rapport à l'ordre de création de la page. Et grâce à cette étude, d'une part, j'ai pu montrer à mon client à l'époque que les tags représentaient 70% du temps de création de la page et que malheureusement, des éléments fondamentaux de la page étaient bloqués à cause de toute une série de tags.
Et ça crée derrière pour le client plein de problèmes, ainsi que pour les qualités des données. Parce que on se retrouvait ici, alors ce que vous avez en rouge par exemple, c'est tout ce qui est lié au tracking. Bon, on se retrouve avec des trackings qui fonctionnent, mais beaucoup trop tard. Là, je suis 15, 30, 40 secondes. Et des fois, il y a des gens, 40 secondes, ils ont déjà cliqué, ils sont déjà ailleurs. Donc la donnée est perdue. Autre problématique, c'est comme il s'agit de pages type single page application, ben, les processus, ils ont été mal programmés de choses qui fonctionnaient les uns sans attendre les autres. Moralité, on se retrouvait avec des mesures qui étaient faites avec de mauvaises données parce que ça correspondait aux données de l'étape précédente de la page. Parce que le tempo d'appel et d'exécution n'était pas du tout maîtrisé. D'accord. Et en plus, on se retrouve avec du piggybacking, c'est-à-dire qu'on avait un TMS qui appelait un tag d'un partenaire, qui appelait des tags, qui appelait des tags. J'avais une profondeur de 8, comme ça. C'est-à-dire que la profondeur 1, c'est ma page. Ma profondeur 2, c'est mon TMS. La profondeur 3, c'est le tag de mon partenaire dans mon TNS. Et de 4 à 8, ben, c'est le partenaire qui avait fait des tas de trucs. Genre, le partenaire avait lui-même mis un TMS, qui appelait un autre TMS, qui appelait des tags, et les tags appelaient des compléments de tags, etc., etc. Donc ça, indépendamment des problématiques de Core Web Vitals, que ce soit pour la CMP, pour le respect des cookies tiers et compagnie, on peut très vite tomber dans le travers. Donc, ce qu'on avait pu constater grâce à cette étude, c'est que dans la position des tags dans la pile des appels, c'est-à-dire là-dedans, n'était pas du tout maîtrisée. Donc ça influençait réellement les temps de construction de la page. En plus, il y avait des retardements pour des raisons d'attente parce qu'il y avait certains serveurs sollicités qui répondaient beaucoup trop lentement, et notamment des serveurs du client. Genre, tiens, l'individu est connecté, ok, c'est quoi ces informations clients? Et là, la base de données qui ramait comme c'était pas permis. Et enfin, des retardements pour raison d'exécution, parce que le JavaScript, il y avait des bugs, parce qu'il était mal programmé, ce qui fait que on demandait beaucoup trop de choses à faire au navigateur. Et donc, on se retrouve après avec votre page web qui a besoin a priori que de 20 requêtes, et puis tout le reste des tags, que ce soit des tags pour la page, mais aussi des tags pour tout ce qui est mesure et compagnie, qui peuvent représenter jusqu'à 80% des appels réels. Et parmi ces appels, ben des fois, vous voyez, là en jaune, il y a vraiment des tags, mais parfois en blanc, ben, il y a aussi des éléments dont a besoin votre page. Parfois des fontes de caractères, ce qui font que la fonte de caractères par défaut, qui est utilisée, eh ben, elle crée des petits problèmes pour l'affichage réel du contenu de votre site. Et une fois que les vraies fontes arrivent, hop, on a des sortes de restructuration. Donc tout ça, il faut vraiment prendre ça en considération. L'autre gros effet majeur, donc, c'est effectivement l'influence des temps de réponse serveur, où là, je disais que si jamais votre site, tel qu'il est conçu, la fameuse couche de données nécessaire pour les tags est calculée uniquement au moment du chargement du premier fichier de votre page, ça peut vous poser de réels problèmes au niveau du fameux temps de chargement du fichier primaire. D'accord ? Et donc là, j'ai mis l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez une page avec des produits, liste de produits, vous avez besoin de toutes ces informations. Or, des fois, on a des pages, vous savez, avec des défilements infinis. Donc l'internaute, il voit 10 produits dans la liste, mais vous en avez donné 100 parce que vous savez que votre liste, il y a 100 produits. Et votre tag, lui, il envoie les 100 produits. Et ce n'est pas forcément anodin, selon la manière dont est interrogée votre base de données, de dire « Ah, c'est ces 100 produits-là qui sont dans la page ». Parce qu'il vous faut des informations supplémentaires, genre quelle est sa catégorie primaire, quelle est sa position dans certains classements, les prix, tout un ensemble de choses. Or que votre page, elle, qui s'affiche, n'a pas besoin de ça, mais les tags, oui. Donc, quels sont les problèmes et comment les identifier? Donc, les problèmes, c'est détecter, est-ce que vous avez un souci de mauvais indicateurs Core Web Vitals, d'accord? Et ça, vous allez trouver ça dans Google Search Console. Vous avez des rapports qui sont dédiés, qui vous permettent de dire, enfin, Google vous dit, tiens, ces pages-là, je suis allé dessus, c'est pas terrible. Et puis, vous avez aussi une extension Chrome qui existe, qui permet d'avoir le calcul de ces indicateurs-là au moment de la navigation sur les pages qui vous intéressent.
Et donc voilà par exemple un exemple d'un rapport dans Search Console. Alors il y a des outils qui existent aussi pour pour constater ce qui se passe. Alors on a vu ensemble les DevTools d'un navigateur avec l'onglet Network. Dans Chrome, vous avez un outil qui s'appelle Lighthouse, qui est l'outil, le kit, la librairie qui permet vraiment de faire tous les calculs de tous les indicateurs qui nous intéressent par rapport notamment aux Core Vitals, mais aussi le temps de fonctionnement du JavaScript, etc., etc. L'équivalent de Lighthouse en ligne par Google, c'est aussi SpaceSpeed. Et puis, vous avez des acteurs qui ont très vite utilisé ce genre d'informations pour créer leurs propres outils. Par exemple, le Web Page Test, d'Airboost, qui est une entreprise française qui a été rachetée par Content Square. Et puis, le problème, c'est que ces outils-là, ils n'identifient pas les tags. C'est-à-dire qu'il vous reste une sorte de zone vide entre le navigateur qui va vous dire, ben, il y a ces appels-là qui ont eu lieu, et le fait de se dire, ah, mais ça correspond à tel tag que j'ai mis soit dans mes pages, soit dans mon tag management system. Donc vous avez des extensions, dont le fameux WASP, qui existe depuis très longtemps, qui vous disent, ah, sur cette page-là, il y a ce tag, ce tracker qui est présent, avec certaines informations. C'est grâce à ce type d'outil, par exemple, qu'on peut déterminer si un plan de marquage est respecté. Donc voilà un exemple de l'utilisation de Lighthouse. Vous êtes sur une page, vous ouvrez vos DevTools, vous arrivez sur l'onglet qui va bien, il vous demande de recharger la page, et après, vous faites tout un ensemble de calculs. Et surtout, il vous fait des diagnostics. Donc quelque chose que vous pouvez comprendre, contrairement à ce genre d'écran, où là, on est dans la très technique. Là, c'est très, très technique, mais vous avez toutes les informations techniques pour savoir à quel endroit il y a un problème dans la page. Notamment, il y a les noms des fichiers, sur quel serveur. Là, vous avez le temps d'utilisation du microprocesseur de l'ordinateur, donc quelque part le taux d'occupation du navigateur. Là, ce n'est pas déplié, mais vous avez network, c'est-à-dire les temps de chargement des différents fichiers. Et puis là, vous avez ce bloc-là, il va vous dire, OK, ça, c'est la valeur que va prendre tel indicateur du Core Web Vitals. Avec en plus des zones pour dire, voilà, je suis en train de faire le calcul à ce moment-là. Donc vous avez tout un ensemble de choses, mais évidemment, qu'on en arrive à devoir utiliser ce type d'outil, c'est qu'on n'a vraiment pas d'autre chose à faire et on cherche vraiment le problème au niveau des tags, que ce soit des tags de tracking, mais d'autres types de tags présents dans vos pages. Alors, un exemple d'écran d'Airboost. Alors, le fameux TBT, qui est calculé à la place du First Interactive officiel de Google. Un autre outil, le web. Alors celui-là, il est gratuit, le Web Page Test, mais les pages sont un petit peu hard. Là aussi, c'est assez technique. Grosso modo, c'est avoir en ligne ce que Chrome vous propose dans les DevTools. D'accord? Alors, je termine là-dessus. Une chose qui est très importante quand vous faites vos tests, c'est les conditions de test. Si vous faites votre test chez vous avec une fibre, ou dans votre entreprise avec une fibre optique et le serveur de votre site qui est juste à côté, ben c'est pas terrible. Parce que vous êtes peut-être dans de trop bonnes conditions, donc vous ne pourrez peut-être pas produire les problèmes que rencontre, en tout cas, Googlebot. C'est ce qu'on appelle les tests dits synthétiques. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est des tests RUM pour Real User Manipulation, pour dire, OK, peut-être que dans certains cas de figure, le réseau ne fonctionne pas bien, de là où interroge Google, ce n'est pas les bons chemins réseau, etc. etc. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, quelle solution? Alors, d'abord, une stratégie. Évidemment, il faut faire un audit pour savoir exactement ce qui se passe et pour voir si les tags, effectivement, c'est le problème ou pas. Oups. Ensuite, si on pense que c'est un problème de tag, il faut les maîtriser. Il faut savoir ce qu'il y a sur votre site. Notamment, ça veut dire, est-ce que les tags que j'utilise actuellement sont toujours d'utilité? Typiquement, les tags de campagne marketing, moi j'ai des clients, 80% des tags aujourd'hui, à mon avis, sont à la poubelle. Ils ne servent à rien. Pourtant, ils continuent à s'exécuter. Parce que c'est des campagnes d'une portée d'1 ou 2 mois, mais ils datent de l'année dernière. Le momentum d'exécution. Parfois, on vous dit, mets ce tag. Et puis, finalement, on fait exécuter le tag sur toutes les pages du site, alors qu'il n'y a besoin que sur 1 ou 2 pages en particulier. À un moment bien précis,
au moment de l'affichage de la page. Ça aussi, les gens, en utilisant typiquement Google Tag Manager, clic, 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 j'ai fini, ça marche, sauf qu'on a peut-être détérioré de la qualité d'affichage. Ensuite, certains partenaires vont vous donner des codes JavaScript où on vous dit oh, c'est facile, il faut faire un copier-coller dans Google Tag Manager ou à tel endroit dans le code de vos pages. Ça peut être un peu problématique. Ça peut aussi casser la qualité de l'affichage de vos pages. Enfin, si vous commencez à avoir des systèmes sur votre site qui permettent de faire du précalcul de certains éléments par rapport à d'autres, assurez-vous que tout ça c'est bien coordonné au moment de l'affichage de la page, ce qu'on appelle l'asynchronisme. Quand les choses sont trop asynchrones, elles ne se retrouvent plus. Moi, j'ai des clients qui sont obligés de faire des tests au niveau de l'exécution de leur tag pour s'assurer que les données nécessaires pour le tag sont disponibles. Parce que tout est trop désynchronisé. On a trop fragmenté le travail, histoire de dire on veut vraiment faire plein de choses en parallèle, on veut que le maximum de choses aillent le plus vite possible. Mais les choses voulant aller le plus vite possible, certains éléments ne sont plus coordonnés. Enfin, depuis 2 ans, vous avez certainement entendu parler du tags server-side. L'idée, c'est de dire, voilà, les tags ne seront plus exécutés au niveau des navigateurs, mais au niveau du serveur quand la page est demandée. Donc, effectivement, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes sur le fait que le navigateur a moins de choses à exécuter, il a moins de fichiers à appeler, mais le revers de la médaille, ça veut dire qu'il faut coordonner tout ça au niveau du serveur avec des développements supplémentaires ou l'utilisation d'un outil. Alors, c'est-à-dire que Google Tag Manager, justement, c'est lui qui fait parler la notion de server-side avec Tag Commander aussi. Mais ça nécessite... Déjà, on ne peut pas faire ça avec tous les tags. Ça nécessite une sorte de plan de marquage complémentaire et de bien maîtriser les techno server-side des outils. Donc, attention avant de se lancer là-dedans. Il faut travailler avec des gens compétents. Et pas uniquement forcément le vendeur. Donc, l'idée, c'est de disposer d'un vrai plan de marquage dédié à vos tags. Tous vos tags, genre un plan de marquage, ça ne se réduit pas au plan de marquage Google Analytics. Un plan de marquage, c'est quels sont les tags qui s'exécutent sur mes pages. Donc, ça veut dire maîtriser l'utilité et les conditions d'exécution des tags. Après, il y a l'optimisation des appels des éléments d'une page, s'assurer que les éléments primordiaux sont appelés en premier. Et si j'utilise un TMS, eh ben, j'exploite à fond les possibilités du TMS, notamment ce qu'on appelle les déclencheurs. Alors, il y a des déclencheurs par défaut. Je me déclenche sur toutes les pages, je me déclenche sur la page vue, je me déclenche sur le DOM Ready, le Windows Loaded. Alors, eux, ils sont moins triviaux, ces deux-là, et pourtant, c'est ceux-là qu'il faudrait utiliser. La plupart des partenaires vont vous dire « Ouais, tu utilises ça, tu es tranquille ». Sauf que le problème, ça veut dire « Dès que tu peux, tu l'exécutes ». Donc ça va, c'est à contresens de ce que je vous ai dit sur la vraie maîtrise de l'exécution des tags. Évitez d'avoir des tags dupliqués. Moi, je connais des sites qui appellent 2 fois parfois le conteneur TMS parce qu'il se passe des tas de choses qui ne sont pas maîtrisées du tout. Attention aux tags personnalisés, typiquement les tags des partenaires, faire un copier-coller bête et méchant. Ils ne s'embêtent pas, hein. Ils vous donnent ce qui permettra d'avoir de la donnée à coup sûr, donc ce qui doit s'exécuter le plus vite, en priorité. Leur priorité, ce n'est pas forcément la vôtre. Tous les tags ne sont pas forcément éligibles au TMS. Par exemple, les tests AB, pas ça dans un TMS. Certains tags type Hotjar qui permettent de faire vraiment des mesures sur certains endroits dans la page. Parfois, mettre ça dans un TMS, c'est peut-être un peu tardif. Et après, il faut vraiment avoir de la rigueur dans la gestion de votre TMS. Vraiment de la rigueur. C'est pas parce qu'on vous dit le TMS, c'est le copain des équipes marketing qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Malheureusement, le discours est assez trompeur. Alors, je termine là-dessus, les effets secondaires. Le problème de trop vouloir gérer ces tags en disant « moi, ils ne sont pas prioritaires », c'est qu'on se retrouve parfois avec des tags qui s'exécutent après 10, 15, 20 secondes d'affichage de page, donc trop tard. L'asynchronisme, il y a des tags qui aimeraient bien s'exécuter, mais la donnée n'est toujours pas disponible. Et donc, et en plus, et ça c'est aussi un point qui pêche, mettre en place des tags, ce n'est pas forcément du one-shot, ce n'est pas forcément un travail de 5 minutes et on oublie. La gestion des tags, c'est un travail qui nécessite de la rigueur, mais sur du long terme, et des compétences techniques. Moi, j'en suis à, des fois, pour certains partenaires, corriger leur doc technique. Je corrige la doc technique des partenaires qui disent « mettez ce tag à tel endroit ». Parce qu'en plus, ils n'ont pas la connaissance de votre site.
Ils ont la connaissance de ce qui devrait fonctionner. Et encore, votre interlocuteur, il n'a pas la couche technique suffisante pour comprendre ce qu'il dit. Donc, voilà, le problème que je présente technique au départ, pour le traiter, ça nécessite d'avoir les gens qui vont bien pour le faire. Et parfois de payer ce qu'il faut bien aussi. Parce qu'à force de vouloir pas payer certaines choses, on le paye d'une autre manière, notamment la qualité des données. Donc, conclusion, je vais me répéter, hein, une mauvaise organisation, une gestion des tags, ça peut porter atteinte, à défaut des performances SEO, sur la performance de vos pages au niveau de vos utilisateurs, parce qu'ils ne vont pas comprendre vos pages, ils trouvent que c'est trop long, ça se déface trop, etc., etc. Donc le taux de conversion et le taux de rebond, là, vous allez peut-être mesurer des choses. C'est vrai pour les pages qui sont censées être référencées, mais pour les autres aussi. La page que je vous ai présentée en exemple, là, c'était pour un chemin de questionnaire, donc pas du tout référençable. Et c'était une catastrophe en termes d'expérience utilisateur. Et les gens s'étonnaient que les gens n'allaient pas au bout du questionnaire. Et cela va évidemment affecter la qualité des données. Évidemment, ce sujet-là est important, mais n'est pas une priorité par rapport aux problématiques SEO. Vérifiez d'abord que votre site répond bien, que le contenu est comme il faut. Bref, il y a des priorités et un certain ordre dans l'optimisation du référencement naturel. Mots-clés, contenu, organisation du site, linking. Mais rappelez-vous aussi qu'il est primordial de disposer d'une bonne qualité de données. Pas de qualité de données, il n'y a pas de miracle. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai des données que d'un seul coup, je peux faire des analyses. Hein, ouais. Et je m'arrête là. Ouais. J'ai mis quelques sources pour ceux qui ont les slides. Merci de votre attention. Si vous voulez me joindre. Tu as la question Mug? Ouais, j'ai la question Mug. Un tag management system comme GTM est-il une solution infaillible? Pour ceux qui veulent, pendant la pause, en salle haut de Switch, vous avez une conférence de Links Garden sur les backlinks, la bonne pratique, analyse des SERP. Ça, c'est parce que tu es en retard. Oui, non, c'est vrai, je pensais prendre moins de temps que ça et je me fais à chaque fois voir. Donc, est-ce que l'utilisation d'un TMS est une solution infaillible au problème que je viens de vous présenter? Est-ce que si vous voulez gagner le mug, il faut lever la main. Qui a la réponse? Allez. Allez, tout pour. Allez, la réponse d'abord. Non. Non, oui, effectivement. C'est pas parce que vous avez un TMS que vous êtes affranchi du problème. C'est déjà une première étape, cela dit. Est-ce qu'il y a au moins le temps de prendre une question et après vous irez voir Nicolas à la pause? Ouais, merci pour les partenaires et les sponsors. Est-ce qu'il y a au moins une question? Vous avez tout compris déjà, tout bien comme il faut? Nickel. Il y a une question dans le fond. Bonjour et merci. Alors, je ne suis pas experte en tracking, donc je Moi non plus. pas une question bête. Je me posais la question si du coup les tags s'exécutent côté serveur. Oui. C'est plus du tout RGPD, compliant. Alors, quoi qu'il arrive, à partir du moment où, avec vos tags, vous manipulez des données qui sont, on va dire, sous la coupe de la RGPD, vous êtes obligé de faire respecter la RGPD, même s'ils sont à exécuter côté serveur. Alors c'est vrai qu'il y a certains discours qui disent si je mets les tags côté serveur, la RGPD, hop, sous le tapis. Non. D'un point de vue légal, non. La notion de tag côté serveur, c'est uniquement une facilité technique par rapport à ce qui se passe côté navigateur, pour mieux faciliter le transit des informations, notamment par rapport aux problématiques que j'ai présentées, mais en aucun cas, ça n'autorise la manipulation des informations sous prétexte que ce n'est pas côté navigateur. Alors après, le côté serveur, il y a cette histoire de cookieless. Peut-être consent-less pour certains cas de figure, parce que cookieless. Mais voilà, ne vous laissez pas avoir par les discours qui disent server-side, vous n'aurez plus de soucis du tout. Tu reviens l'année prochaine nous faire une con server-side? Il y a déjà des gens qui ont testé server-side GTM? Je pense que la quatrième session avec Vincent et puis Antoine, ils vont en parler. Le futur du web analytique. Server-side.